Certains êtres vivants pourraient faire penser, en paraphrasant Coluche, que Dieu a dit « Dans la vie, il y aura des durs, il y aura des mous. Et pour celui qui sera petit et mou, ce sera très dur. » Quand on a commencé l'écriture de cette vidéo sur l'affaire des sous-marins australiens, je vous avoue, je pensais pas l'introduire avec des images de concombres de mer. Et pourtant, mine de rien, il y a un rapport entre les deux et c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette histoire diplomatique qui a excité les médias pendant 2-3 jours et on va se rendre compte que derrière tout ça, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Alors en gros, la France avait signé avec l'Australie un contrat pour lui pondre un sous-marin conventionnel haute technologie via l'entreprise Naval Group pour environ 50 milliards d'euros. Sauf que le 15 septembre, le média australien ABC News dévoile que le contrat ne sera pas tenu par l'Australie qui va finalement choisir des sous-marins nucléaires fournis par l'Empire états-unien, alors même que l'Australie n'a pas les infrastructures pour entretenir une flotte nucléaire. L'info était vraie et ça a provoqué un gros bordel diplomatique. Ça, c'est en gros ce qu'on a entendu de la part des médias, mais il manque 2-3 petits trucs. Déjà, on va commencer par le plus important. La France, c'est le 3e plus grand exportateur d'armes au monde. Et évidemment, l'ensemble de cette industrie est dépendante de contrats pour pouvoir se financer. Sauf que le modèle économique de ce lobby industriel est une fuite en avant permanente, comme on va le voir. Prenons les choses simplement. Là, ce que vous voyez, c'est le prix des différents appareils Rafale produits par Dassault en fonction des générations. Ouais, tu te rends compte du problème, il y a les prix qui doublent à chaque fois, à chaque génération, quoi. Et ça pose d'énormes soucis déjà pour essayer de refourguer ce matos-là, parce que tout le monde n'est pas capable de filer 2 milliards pour un avion, mais surtout ça rend ces appareils très difficiles à prendre en main et ils deviennent assez peu fiables parce que plus il y a de technologie, plus il y a de raisons que ça merde, et du coup ça les rend compliqués à utiliser. Ce qui est valable pour les Rafales est valable pour les sous-marins, mais globalement pour toutes les armes en France. Et du coup, au lieu d'équiper convenablement nos militaires qui partent à la guerre, on préfère investir dans des unités ultra chères qui sont parfois très difficiles à entretenir. Comme ce véhicule blindé pour l'infanterie haute technologie qui a explosé son budget lors de sa conception et qui a dû rogner sur le blindage du châssis. Oui, à quoi ça sert de blinder le châssis? Sauf que nos militaires qui l'utilisaient au Mali se sont bouffés une mine et qui sont morts à cause de ça. C'est bien la peine d'être le 3e exportateur d'armes si, au bout du compte, on n'arrive même pas à protéger nos soldats qu'on envoie en guerre. L'arrêt du FAMAS puis ensuite du PAMAS est d'ailleurs le symbole de cette stratégie destructrice pour la France, où nous avons un énorme complexe militaire à faire tourner sans que ça nous offre une quelconque souveraineté. Et ça va parfois très loin comme la fois où Dassault a corrompu la direction générale de l'armement pour arrêter leur projet de développement de drones militaires pour que le monstre de l'armement privé ne perde pas son monopole. Et évidemment, cette corruption, elle tombe pas du ciel, elle est permise par les institutions de la 5e République, mais là, je t'apprends rien. Bref, pour nourrir ces lobbies et ces unités ultra chères que l'armée française ne peut pas écouler, il faut aller à la chasse aux contrats en permanence auprès de nos alliés. Et ces alliés principaux, c'est l'Alliance Atlantiste qui s'articule autour des États-Unis et qui peut décider arbitrairement de faire péter des contrats à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça veut dire que la France est en fait ultra dépendante d'une alliance militaire forte et va en guerre. Parce que oui, si t'es pas un minimum va en guerre, tu vas pas acheter un avion à 2 milliards quoi. Et le fait que la France est dépendante de cette alliance fait que cette alliance peut faire n'importe quoi de la France et forcément ça influe énormément sa politique diplomatique. Et quand ces alliés proches ne suffisent pas pour remplir les carnets de commandes, le gouvernement français vient armer l'Arabie Saoudite dans sa guerre contre le Yémen. Et il mobilise sa diplomatie pour offrir une légion d'honneur au prince saoudien, lui le meurtrier d'un pays qui pratique encore la décapitation, l'assassinat de journalistes et la criminalisation de l'homosexualité. Et encore une fois, j'y tiens, ce sont ceux qui se présentent comme les plus patriotes et les plus laïques qui vendent leur cul aux salafistes pour faire plaisir aux industriels, pour faire plaisir aux milliardaires. C'est ça la réalité derrière les discours. Une autre conséquence de tout ça, c'est que c'est notre gouvernement qui est privatisé par Dassault et Naval Group pour aller chercher des contrats un petit peu partout dans le monde. Bah oui, parce que c'est Le Drian qui va voir les différents pays pour essayer de négocier les contrats. C'est toute la diplomatie française qui fait pression pour que ces contrats-là soient tenus jusqu'au bout. Du coup, on privatise un gouvernement pour une politique militaire et industrielle qui n'est pas efficace pour la France et qui nous condamne à une diplomatie va-t-en-guerre. Voilà, si on résume. Un autre aspect dont les médias n'ont pas beaucoup parlé dans cette histoire de sous-marins, c'est que derrière tous ces contrats, il y avait aussi un véritable enjeu géopolitique.
Ce contrat de sous-marin n'était pas seulement commercial mais aussi stratégique. Il permettait à la France d'utiliser des bases de l'Australie pour assurer une présence militaire forte dans le Pacifique où il y a de nombreux territoires français. Et d'ailleurs, on oublie un petit peu trop souvent que la France, c'est le deuxième espace maritime au monde. Et ça, c'est un vrai argument quand on dit que la France peut devenir souveraine et indépendante. Sauf qu'évidemment, avec la fin des contrats de sous-marins, l'Australie a empêché la présence française sur ce territoire et a enchaîné en signant l'alliance stratégique trilatérale nommée UK-US, donc en gros UKUS, entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui permettent à l'Empire de mettre un coup de pression, encore une fois, à la Chine. Ah là là! La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie, le trio infernal qui est en train de tuer Assange à petit feu, ce citoyen australien emprisonné dans une prison anglaise, tout ça pour les intérêts états-uniens. Et il y a certains qui osent dire encore que ce qui s'est passé avec Assange, c'est pas une affaire politique. Bref, on n'oublie pas, on ne pardonne rien. Une trahison qui a mobilisé un cercle médiatique de la part de Le Drian. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Mais qui n'a pas fait long feu face à la réalité de la domination états-unienne. Macron est revenu lécher les pompes de Biden en disant qu'il y avait là simplement une erreur de communication. Mais la réalité est bien plus crue. Nous sommes les carpettes, encore une fois, des États-Unis. Ce sont eux qui décident de notre politique extérieure et ce sont eux qui nous emmènent constamment dans des guerres immondes. Bref, à la base, ces sous-marins, c'est pas juste une histoire commerciale. C'est un contrat stratégique qui avait pour but de former de nouvelles alliances, histoire de pouvoir refourguer des unités ultra chères pour essayer de donner un débouché à notre lobby industriel. Mais c'était aussi un moyen d'avoir une présence sur le territoire français d'outre-mer au niveau de l'Indonésie. Et la trahison des États-Unis, c'est pas juste la trahison des États-Unis, c'est la conséquence logique de notre double dépendance à la fois économique et diplomatique. Économique par rapport à notre lobby industriel et diplomatique par rapport à notre dépendance aux alliances militaires. Mais vu que Macron ne veut pas remettre en cause ni les alliances ni le lobby industriel, ça nous condamne à soit des trahisons, soit à ne pas pouvoir suivre nos intérêts nationaux, ou soit ça nous condamne à des guerres inutiles et néfastes. Et c'est là où on en vient en concombre de mer. Enfin presque, il y a 2-3 petits trucs avant. Si on revient au début de la vidéo, je vous avais dit qu'on était le 3e exportateur d'armes au monde. Ça veut dire qu'on a les cerveaux, qu'on a l'industrie et qu'on a les courageux pour avoir une véritable indépendance militaire. Il faut juste une volonté politique pour pouvoir changer tout ce bordel. Sauf que la volonté politique n'y est pas. La France est plongée depuis 30 ans dans une idéologie néolibérale qui est assez simple à comprendre. Elle renforce le pouvoir de l'État pour assurer l'enrichissement de l'élite financière, notamment via la libre circulation des marchandises et des capitaux. Un État qui est devenu fort avec les faibles et faible avec les forts, qui va faire en sorte d'avoir un maximum d'autoritarisme pour les plus pauvres et un maximum de déréglementation pour les plus riches. Là-dedans, il n'est pas question d'assurer l'indépendance de la France ou même de mener une politique étrangère. Il s'agit juste de suivre les courants favorables pour les plus riches. Et ces courants, ce sont les mêmes que ceux des États-Unis. D'ailleurs, derrière le marché des sous-marins avec l'Australie, il y avait encore un énième traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, un traité côté français géré par Franck Riester. Et le plus surprenant, c'est que presque aucun média français n'a parlé de ce traité de libre-échange, alors que c'est l'une des priorités décrites par l'ensemble des médias australiens. On apprend en plus que le ministre du Commerce australien, Dan Tehan, vient de négocier les termes de l'accord dans les prochaines semaines, alors que l'ambassadeur de France n'est même pas revenu en Australie. C'est fou, hein? C'est comme si toute la pseudo-contestation française n'était qu'une vaste blague que personne ne prenait au sérieux, quoi. C'est comme si c'était ça, quoi. Et souvenez-vous de ça quand la bourgeoisie va défendre Emmanuel Macron à la télé en disant qu'il a remis la France sur le devant de la scène. Il n'y a juste aucune preuve de ça. C'est juste que tout le monde se fout de notre gueule. Et ils ont bien raison, visiblement. Nos journalistes fabriqués à la chaîne ne parlent que de cette histoire de sous-marin comme une dispute de couple. Autrement dit, le président américain a promis à Emmanuel Macron que ça ne se reproduirait pas. Ne me quitte pas. C'est Biden qui a trahi Macron, mais finalement, ils veulent bien rediscuter ensemble parce qu'au fond, ils s'aiment malgré la dispute. Et puis, si l'Australie est critiquée, c'est seulement parce qu'ils ont rompu un contrat, sans expliquer tout ce qu'il y a autour de ces contrats. Pour eux, on a l'impression que tout ça est totalement normal et qu'il n'y a pas besoin d'approfondissement. À tel point qu'une vidéo faite en 2 jours par 2 clans par Guingamp est beaucoup plus approfondie que tout ce qui se passe à la télé qui est généré par une armée de journalistes dans des grandes tours parisiennes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors que non, c'est pas normal d'accepter le néolibéralisme comme quelque chose de naturel.
Non, un énième traité de libre-échange n'est pas nécessaire. Non, la crise des sous-marins n'est pas juste un frein au business, comme le dit la présidente de la Commission européenne. Et non, la géopolitique n'est pas qu'un outil pour accélérer jusqu'à l'absurde la circulation des marchandises. Et non, on ne peut pas juste parler de la politique comme si c'était de la télé-réalité. Et qu'on soit d'accord, hein, quand Le Drian se dit surpris de voir que Biden a la même politique que Trump, il se fout de notre gueule en direct. Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Bien sûr qu'un contrat un tant soit peu non aligné avec les intérêts états-uniens allait sauter d'une façon ou d'une autre, surtout si à côté tu n'accompagnes pas ce contrat d'une vraie politique d'indépendance vis-à-vis l'Empire. La France a fait acte de lâcheté et elle en paie aujourd'hui le prix. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que la France, en fait, elle n'a que deux solutions, que deux destins possibles. Soit continuer dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire suivre une alliance atlantiste va en guerre et jouer les sous-fifres d'une armée, d'une industrie et d'une diplomatie qui ne devrait pas être la sienne, soit imposer une politique de rupture pour réorienter des milliers, voire des millions de travailleurs, de travailleuses, tout ce que tu veux, pour pouvoir avoir réellement une indépendance économique, réellement du coup une indépendance diplomatique et pouvoir se désolidariser un petit peu du dollar et de l'hégémonie états-unienne. Soit tu es soumis, soit tu l'es pas. Et c'est pas une question morale, c'est juste que si tu es un tout petit peu soumis mais pas trop, les États-Unis vont faire pression et vont t'imposer cette rupture-là, comme ça s'est passé à Cuba. C'était soit ils faisaient une rupture totale, soit ils suivaient l'ogre états-unien, et du coup ils ont décidé de faire la rupture totale. Et pour nous, la question se pose aussi de la même façon. Et même si en France, beaucoup de choses sont désindustrialisées, que c'est un peu la merde, tout ça, on a vu quand même notre capacité d'exporter des armes et tout ça, ça montre bien qu'il y a quand même des usines qui tournent, qu'il y a quand même un savoir-faire qui nous permettrait d'être indépendants. On peut le faire, sauf que il faut le vouloir, il faut vouloir la rupture. D'une certaine façon, l'un des destins glorieux de la France, ce serait celui de faire la révolution, quoi. De faire une véritable révolution, c'est-à-dire de totalement changer de paradigme. Et la grande question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre armée ? Voilà, quel objectif on veut atteindre avec cette armée? Est-ce que c'est juste l'indépendance? Est-ce qu'on veut aider d'autres pays? Comment est-ce qu'on règle le problème de l'impérialisme étranger? Comment est-ce qu'on règle le problème de l'impérialisme français? Toutes ces questions-là, va falloir se les poser et on ne pourra se les poser que si on est indépendant. Et c'est là, évidemment, où on en vient au concombre de mer. Enfin presque, il y a juste un truc à dire avant. Il y a une chose importante qu'on a évoquée au début de la vidéo, mais sur laquelle on va revenir là tout de suite, c'est le fait que derrière les contrats de sous-marins, tu avais aussi l'autorisation pour la France d'avoir une présence dans ce qu'on appelle la zone Indo-Pacifique. Enfin, ce qu'ils appellent eux la zone Indo-Pacifique, parce qu'en réalité, c'est pas un mot qui vient de nulle part. Une expression qui est en réalité un nom de code du Pentagone pour tout ce qui met la pression à la Chine, repris de cœur par de très nombreux journalistes, notamment du Monde. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'en est-il réellement de la menace militaire chinoise? Quand on regarde les chiffres, c'est très loin d'être évident. Par rapport au PIB, l'investissement dans l'armée de la Chine est sous la barre des 2%, là où les États-Unis et la Russie dépassent celle des 3%. Les États-Unis dépensent 3,5 fois plus que la Chine dans ce domaine. Elle possède 500 bases militaires à l'étranger contre une seule pour la Chine. Et dans son arsenal, les États-Unis ont 1600 ogives nucléaires contre seulement 350 pour la Chine. Sachant qu'en face, les pressions viennent de l'OTAN, une organisation qui cumule la moitié des dépenses militaires mondiales avec plus de 1000 milliards de dollars dépensés par an. 1000 milliards de dollars. Alors oui, c'est sûr, la Chine, elle a les moyens de se défendre. Mais historiquement et factuellement, le danger, il ne vient pas de la Chine, il vient des États-Unis. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que la Chine, elle va pas se laisser faire. Parce que historiquement, elle a souvent été humiliée. Et maintenant qu'elle est quasiment numéro 1 sur la place de la géopolitique et économique dans le monde, elle va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Et du coup, les réponses militaires chinoises sont interprétées par le camp médiatique et le camp de l'OTAN comme une espèce de provocation auquel il faudra répondre aussi en renforçant la présence militaire. Et du coup, les tensions vont augmenter, augmenter, augmenter. Et c'est ce cycle-là qui mène à la guerre qu'il faut briser. Quant à l'argument, oui, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. On peut juste rappeler que ça emmerde pas la France d'être alliée avec ceux qui organisent un blocus contre Cuba, avec ceux qui enferment Julian Assange sans raison, avec ceux qui colonisent la Palestine ou avec le Daesh blanc qui mène une guerre contre le Yémen. Là, c'est du foutage de gueule, mais stratosphérique, quoi. Ok, du coup, l'argument militaire, c'est du bidon. L'argument politique, c'est encore plus du bidon. La grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis et ses sous-fifres ont déclaré la guerre commerciale et augmentent les tensions militaires envers la Chine? Et c'est là où ça devient rigolo. Parce que la Chine a avec elle une industrie et surtout des alliés stratégiques comme l'Indonésie ou la Russie ou des pays d'Asie du Sud-Est qui lui permettent en fait de constituer un bloc économique
qui se veut être indépendant du dollar. La principale arme des États-Unis, c'est ce qu'on appelle le dollar. La seule monnaie qui est utilisée pour le commerce international et surtout la seule monnaie sur laquelle tu peux vraiment acheter du pétrole. Et cette hégémonie commerciale, ça leur permet d'avoir une hégémonie politique. Ce qui est rigolo, c'est que le dollar est une monnaie utilisée de manière internationale, mais gérée de manière nationale par les États-Unis, qui peuvent du coup imprimer énormément de billets sans ressentir la moindre soupçon d'inflation. Et c'est cette hégémonie commerciale et monétaire qui permet notamment aux États-Unis d'imposer des blocus à Cuba, en Palestine, au Venezuela, en Iran, etc., etc. Parce que ce qu'ils disent en gros, c'est que si vous commercez avec Cuba, alors vous ne pourrez plus utiliser le dollar. C'est ça en fait qu'il y a derrière, au fond de toutes les choses. Et du coup, cette hégémonie monétaire leur permet d'imposer ce qu'on appelle l'extraterritorialité des lois états-uniennes. Le fait que les États-Unis peuvent imposer des lois dans le monde entier alors que ça n'a aucune base légale. C'est ce qui s'est passé aussi évidemment avec Julian Assange. Cette position leur permet d'imprimer encore et encore des billets et ça sans conséquence pour le cours de la monnaie puisque l'ensemble du monde l'utilise. C'est un privilège que la Chine, la Russie et tous les pays non alignés essayent d'abolir. La fin de l'hégémonie du dollar marquerait la fin de l'Empire. Et évidemment, l'Empire est prêt à faire la guerre pour éviter ça. Sans compter aussi l'indépendance sanitaire qui leur permet d'être indépendants de Pfizer pour se faire vacciner, que ce soit grâce au vaccin russe ou au vaccin chinois. Bref, les États-Unis menacent la Chine grâce à son appareil militaire, diplomatique et monétaire pour faire en sorte que la Chine reste dans les clous de son ordre mondial. Et c'est d'ailleurs la preuve, s'il en fallait une encore, que l'empire états-unien est en train de s'effondrer. Ils sont en train de concéder énormément de terrain au point où ils ont face à eux des adversaires qui peuvent vraiment leur faire opposition. Raison de plus de quitter le navire le plus rapidement possible. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va enfin pouvoir parler des concombres de mer parce que, évidemment, si la zone Indo-Pacifique est juste une excuse pour parler de l'impérialisme états-unien contre la Chine, en gros, il y a quelque chose qui existe qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le bassin Indo-Pacifique. Là, c'est différent. Une région écologique tropicale et intertropicale sans lien avec celle de l'Atlantique. On y trouve des poissons qui sont moches ou des poissons qui sont stylés, on y trouve des peuples avec des dieux inquiétants et sympathiques, des nuages aux formes étranges, des tempêtes tropicales et des orages passagers, des bateaux vogueurs de scientifiques, des anthropologues et des amibes, du corail vivant et du corail mort, des méduses qui tuent, d'autres qui ont l'air plutôt sympathiques, des eaux vertes de lagunes et des eaux noires des abysses, et même des concombres de mer. Et du coup, nos concombres de mer, elles étaient là depuis le début, sous les sous-marins, sous les porte-avions, sous les bateaux à plusieurs milliards d'euros de l'OTAN. Et là, peut-être que vous avez l'impression qu'on rêvasse ou qu'on fait de leur sujet. Mais au fond, je crois pas. La géopolitique, ce n'est pas seulement l'affaire d'empires qui se préparent à des guerres. Ce sont l'ensemble des relations internationales qui peuvent aussi aboutir à de belles découvertes scientifiques, par exemple. Créer des partenariats pour découvrir cette zone écologique, c'est de la géopolitique, ça aussi. Et c'est ça qui va permettre de créer des liens entre les différents peuples. Du coup, au lieu de voir des journalistes raconter n'importe quoi à la télé sur la Chine, moi je préférais regarder des reportages sur la biodiversité du bassin Indo-Pacifique, rendus possibles par des jeux diplomatiques de notre gouvernement, et ça va nous permettre de découvrir des formes de vie qui peuvent sembler très moches comme ça. Et clairement, des concombres de mer, c'est très moche, on va pas se mentir. Mais une mocheté qui porte évidemment en elle des mystères qui n'attendent qu'à être découverts. Et moi, je serais fier de ça, et je suis sûr que tu auras beaucoup de Chinois qui le seront aussi. Donc là, on est en train de dépenser des milliards et des milliards dans une fuite en avant militaire qui ne sert à rien, pour produire du matos qui n'est pas utilisable. Tout ça pourquoi ? Pour faire plaisir à l'hégémonie du dollar, à l'hégémonie états-unienne, pour jouer nos petits impérialismes. Mais imagine, si on réservait 2-3% de ce budget-là qu'on consacre au militaire pour essayer de faire des liens culturels et écologiques avec les autres peuples. T'imagines les conséquences que ça aurait? Si on ne maintient pas la paix en suivant les États-Unis de leur folie, on peut peut-être la préserver en renforçant les liens avec l'ensemble des autres pays, en influençant réciproquement nos cultures dans de beaux projets. Et ce concombre de mer, putain, moi j'ai envie de le voir en 4K sur ma télé, quoi. Ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie que mon gouvernement œuvre pour m'offrir ce luxe de savoir ce que c'est vraiment un concombre de mer. Alors oui, il va falloir faire plein de choses qui sont très concrètes, très matérielles, comme sortir de l'OTAN, comme recréer des alliances avec des pays non alignés pour sortir de l'impérialisme états-unien et pour pouvoir être indépendant des autres impérialistes. Et oui, évidemment, il va falloir réorienter l'ensemble de notre industrie militaire pour faire en sorte que nos militaires aient des trucs convenables et qu'on soit véritablement indépendant là aussi. Parce que bien sûr, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des rapports de force économiques et militaires et que si tu rentres pas dans ces rapports de force-là, tu te fais bouffer.
On est d'accord là-dessus. Mais la question que je pose, c'est que derrière ces propositions qui sont très concrètes, derrière ces analyses qui sont très matérielles, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre société? Est-ce que véritablement l'objectif de la géopolitique et de toutes ces analyses-là, c'est de permettre juste d'ouvrir de nouveaux marchés pour que les marchandises circulent encore plus rapidement qu'avant et pour que les milliardaires deviennent encore plus riches qu'avant? Est-ce que c'est ça véritablement les objectifs qu'on se donne en tant que société? Quitte à laisser les milliardaires dans leur malheur existentiel pour mater tranquillou des reportages sur cette région que nous, petits Guingampais, nous ne verrons jamais de nos propres yeux mais qui nous fait quand même rêver. Nous, on a d'autres projets pour l'humanité. On a un autre imaginaire qui décide ce à quoi on donne de la valeur. Oui, la France c'est Charles de Gaulle évidemment, mais la France c'est aussi Rimbaud. Alors si la politique ne mène pas à l'art, eh ben c'est qu'on a oublié le sens en chemin, c'est qu'on a oublié un certain esprit français comme dirait l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu un retour à l'ancienne sur des vidéos qui sont plus de fond, sur des sujets qui sont pas à discuter dans les autres médias vraiment quoi. En ce moment au Canard, vous avez vu, on tente plein de trucs parce qu'en fait là du coup on est 5 maintenant à travailler au Canard, on est 4 salariés et t'as Gabriel qui travaille en bénévole pour l'instant, avec qui on a écrit cette vidéo d'ailleurs. Et forcément travailler avec autant de personnes, en plus il faut faire les papiers, en plus il faut qu'on arrive à faire les studios, enfin bref c'est le bordel, donc forcément ça prend un peu plus de temps les vidéos, mais on compte bien arriver à terme à 3 vidéos par semaine comme c'était le cas avant. En tout cas n'hésitez pas à faire plein de critiques, que ce soit des critiques de forme ou des critiques de fond, ça va nous permettre d'avancer dans une période là en ce moment où on se remet beaucoup en cause et on essaye beaucoup de choses. Donc là c'est le moment de faire de la critique. Et sur ce, des bisous à vous quoi, voilà. Des bisous.